toutes et à tous. Aujourd'hui, on a l'honneur de recevoir Manik et Mathieu pour nous parler de la thématique suivante: comment construire un chat GPT avec Azure OpenAI. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Nous vous ferons plaisir d'y répondre en fin de présentation. Bonjour, je m'appelle Manick et je suis product owner sur le projet et je travaille avec Mathieu. Bonjour à tous, Mathieu Mac, je suis Cloud Architecte pour Viséo. Je travaille effectivement avec Manix sur ce projet de chat GPT privé basé sur Azure OpenAI qu'on va vous présenter. On est partenaire Microsoft et c'est dans ce cadre-là qu'on a construit la solution qu'on va vous présenter. On est partenaire Microsoft avec une certification, la Build and Modernize AI Apps, que seuls 3 partenaires en France aujourd'hui ont. Et on l'a gagné notamment grâce à ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. Alors ChatGPT privé avec Azure OpenAI, d'où l'idée est venue. Elle est, je ne vais pas revenir sur tout l'historique de ChatGPT, mais voilà, les IA génératives ont apporté des nouveaux use cases au sein des entreprises, répondent à des nouveaux enjeux, des nouveaux besoins de la part des utilisateurs. Et assez rapidement, on s'est rendu compte, qu'il y avait un besoin de pouvoir maîtriser les données qu'on pouvait, partager avec un ChatGPT, avec une IA générative, que les collaborateurs en général, voilà, allaient sur le site, openai.com, le site public et pouvaient l'utiliser pour, avoir une aide pour générer des emails, pour, faire du résumé de documents et cetera. Ce qui posait, une vraie problématique en termes de sécurité et de confidentialité des données. Et qu'à l'échelle de l'entreprise, il y avait ce besoin en termes de sécurité d'être capable de maîtriser les données, utilisées, exploitées par ChatGPT, par les collaborateurs. Ce qu'a apporté les IA génératives, c'est aussi, être capable de fournir, de l'aide, à de la rédaction d'emails ou, en tout cas, voilà, sur toutes les tâches quotidiennes qu'on peut avoir au sein de l'entreprise. Du coup, il y avait un besoin d'être capable de fournir aux collaborateurs, aux utilisateurs des nouvelles expériences, de rajouter de l'IA au sein d'applications existantes, ou de nouvelles applications pour répondre à de nouveaux use cases. Voilà, j'en parlais les nouveaux cas d'usage, voilà, acculturer, communiquer autour des IA génératives au sein de l'entreprise, de manière à pouvoir, construire, hem, définir de nouveaux besoins et rendre plus efficient le travail des collaborateurs. Donc ça, c'était voilà, des constats qu'on a pu faire et partager avec nos différents clients qui nous ont amenés à construire, cette solution de ChatGPT privé, déployée dans Azure, qui permet de contrôler tout le flux de données et toutes les informations qu'on va pouvoir échanger avec l'IA générative. Alors avant d'entrer dans la démo et dans la solution technique, juste un petit rappel pour qu'on ait tous le même, qu'on parle tous, avec les mêmes mots, le même langage et qu'on soit au clair sur ce que c'est qu'un copilote et un ChatGPT. Quand vous discutez avec une IA générative, le premier niveau d'échange, c'est, ce qu'on a appelé le chatbot. Je pose une question et j'ai une réponse. J'ai une réponse générée, donc l'IA générative va construire une réponse sur la base de statistiques, d'accord? C'est pas un moteur de recherche, c'est pas Google, c'est pas Bing. C'est vraiment, de la statistique et être capable d'avoir du contenu généré. Donc ça, c'est le premier niveau. Heu pour contraindre, l'IA et pour, être capable de discuter justement sur la base de données réelles, on va rajouter une couche qu'on appelle RAG qui permet d'échanger, avec l'IA, avec un contexte qu'on va mettre dans la discussion. Donc je vais mettre un fichier, je vais lui demander de me faire un résumé, je vais, envoyer plusieurs fichiers, je vais essayer d'utiliser l'IA générative pour faire de la recherche à l'intérieur, des fichiers par exemple. Donc le RAG, ça va être la partie, l'étape d'après du chatbot qui permet de discuter sur la base de données réelles, au sein de l'entreprise. L'étape d'après, c'est vers ça qu'on va aller aujourd'hui, c'est le copilote.
Donc, je discute avec le bot, j'ai un contexte de données d'entreprise et je vais être capable non pas juste de faire des résumés de documents et de faire de la recherche, mais aussi d'interagir avec des outils tiers. Je veux travailler sur un backlog produit, je vais faire des recherches, je vais pouvoir interagir avec le backlog pour créer des stories, accompagner je sais pas, par exemple un PO sur l'écriture des stories, des test cases. Donc on va, avec la notion de copilote, être capable vraiment d'avoir une interaction avec des systèmes tiers. L'étape d'après, c'est l'agent autonome. Là, on laisse l'IA travailler pour nous de façon complètement automatique et on va avoir un minimum d'interaction humaine. Là, aujourd'hui, on ira jusqu'au copilote, mais vous le verrez, chez Viso, on est déjà allé jusqu'à l'étape de l'agent autonome. Mais enfin voilà, on va démarrer du coup par la démo et là, Manik, bah, je te laisse le soin de reprendre. Alors, je vais vous présenter l'outil. Donc, dans un premier temps, ce qu'on va voir sur la vidéo, c'est sur notre démo, c'est voilà, je vais poser une question au bot. Je vais poser une question au bot et il va me répondre. Donc là, on est dans l'IA générative. Soit le copilote va répondre. Donc là, par exemple, je lui demande que peux-tu dire sur le concept du Tech an Hour produit par Viséo. Là, on voit que le message AMN est envoyé. Le chatbot répond et nous dit, bah voilà, voulez-vous que je fasse plus en plus de recherches? Et là, on va lui répondre que oui, donc il va générer la réponse. Donc il arrive des moments où il répond tout de suite, d'autres où il pose la question. Ça, c'est un axe d'amélioration qu'on pourrait avoir. Donc là, on était dans le premier cas qui est de l'IA générative. Dans un second temps, on a la notion de RAG, comme l'a mentionné Mathieu. Donc là, on va importer un document. On va importer un document. Donc là, par exemple, on a un document, donc c'est un PDF. On accepte plusieurs formats. On va déposer un PDF sur les nouvelles offres de SAP en janvier 2024. Donc là, le document a bien été uploadé. On va aller dans la zone de chat et on va poser des questions au copilote sur ce document. Donc là, on va lui demander quelles sont les nouveautés dans SAP. On va lancer la recherche. Et là, on va voir que le copilote va combiner à la fois une recherche d'informations et de la génération de contenu. Donc là, on voit au fur et à mesure la constitution de la réponse. Donc on voit que par exemple, donc il répartit, donc il forme bien sa réponse pour que ce soit plus lisible pour l'utilisateur et il en fait un résumé. Voilà pour la démo. Voilà, donc là, ce que vous avez vu, c'est par rapport à ce que je présentais au coup d'avant, c'est la partie chatbot. Je pose des questions, j'ai des réponses. Et la partie RAG, je vais contextualiser du coup ma discussion, rajouter du contenu sous la forme de documents. On rentrera dans le détail ensuite des autres onglets, des notions de persona, etc. un peu plus tard dans la présentation. Sur l'aspect technique, donc là, ce que vous avez vu, c'est la partie front-end, donc c'est vraiment la pure partie interface utilisateur qui permet d'interagir avec le LLM. Et pour réussir à construire cette solution, on est parti sur une architecture microservice que vous voyez ici, qui va nous permettre de gérer les problématiques de scaling, de montée en charge, de traitement synchrone, asynchrone sur la plateforme. Et être capable surtout d'avoir une approche modulaire, d'être capable d'étendre la solution en fonction des use cases métiers. Donc pour réussir à fournir la première étape de chatbot, on va se baser sur un premier microservice, en l'occurrence le microservice core, qui va fournir toute la partie stateful de la solution. Je crée des conversations, je stocke les conversations, je les historise. Donc en l'occurrence, on s'appuie sur une Cosmos DB pour la partie stockage côté Azure. Et cette partie core va fournir toutes les API REST qui permettent à un front de fournir les fonctionnalités de chatbot aux utilisateurs. Associé à cette partie core, un microservice dédié à OpenAI, Azure OpenAI, qui va permettre de faire les demandes de complétion, donc de demande de réponse auprès du LLM. Donc on va s'appuyer sur Azure OpenAI et on va déployer différents LLM du GPT, en l'occurrence un GPT-4. Ce que vous avez vu dans la démo, c'était un GPT-4. Et un GPT et du GPT 3.5. Voilà, on peut déployer différents LLM au sein de la solution.
Donc avec ces 2 microservices, on va gérer la partie chatbot. Avec le microservice de document, on va être capable de gérer le RAG, c'est-à-dire, être capable d'indexer des documents. On fait de l'indexation sémantique, donc on a une base vecteur, on va s'appuyer sur le service Azure AI Search. Quand on va prendre un document, on va l'uploader, on va le découper en plein de voilà, plein de chunks, de morceaux, et chaque morceau va être indexé dans l'Azure AI Search. Donc on va générer des embeddings pour être capable d'avoir des vecteurs correspondant à nos morceaux de documents. Et quand l'utilisateur va faire des recherches, on va prendre sa recherche, générer un vecteur correspondant au terme recherché, et on va s'appuyer sur l'Azure AI Search pour faire cette recherche vectorielle, pour aller rechercher les morceaux de documents du coup qui nous intéressent et qui représentent au mieux les résultats de la recherche de l'utilisateur. Et ces morceaux de documents vont être rajoutés dans le contexte de la discussion pour ensuite être renvoyés au LLM. Donc c'est comme ça que fonctionne le RAG. Je pose la question au LLM qui me répond avec des termes de recherche, heu, des termes de recherche. Je fais ma recherche sémantique dans l'Azure AI Search. Je récupère des résultats que je remets dans le contexte de la discussion et là je réappelle, via la complétion, je réappelle mon LLM en lui disant: «Voici la demande initiale de l'utilisateur, voici la recherche et les résultats que j'ai trouvés dans mes documents. Du coup, fais-moi la réponse pour l'utilisateur». Donc avec ces 2 microservices, ces 3 microservices, on gère le chatbot, le RAG et ensuite on va venir travailler les use cases métiers pour venir, développer des copilotes. Donc là, par exemple, dans cette architecture, vous avez un microservice dédié au mailing. Donc je peux parfaitement discuter avec le LLM, faire de l'analyse de documents et demander, à la fin, par exemple, de partager un résumé de la discussion par mail à un collaborateur, à mon manager. Et à ce moment-là, on va via le LLM, être capable d'appeler des fonctions, voilà, ce qu'on va appeler des plugins, des fonctions qui permettent d'interagir avec des outils tiers, en l'occurrence ici un service de mailing. Donc là, on parle des microservices qui nous permettent de gérer les conversations, le RAG et toutes les opérations, via les systèmes tiers et on a ce qu'on va appeler les services core, donc tous les services partagés. Qui vont nous permettre de gérer l'aspect monitoring de la plateforme. C'est extrêmement important de savoir, comment la plateforme est utilisée par les utilisateurs. Est-ce qu'on n'a pas de problème dans toute la chaîne? Comment on peut faire le support, par exemple aux utilisateurs si on n'a pas tous les outils pour être capable de déterminer, quels sont les appels, par où l'information transite. Voilà, sur des architectures microservices, on peut vite se retrouver coincé du coup et être incapable de faire du support. Donc on a le monitoring et surtout l'aspect sécurité, voilà, des contenus enregistrés, des key vault, du stockage, et un Azure Signalaire qui va nous permettre de gérer une connexion temps réel entre notre plateforme, qu'on a vraiment construit comme une plateforme d'API et aujourd'hui un front-end, mais on pourrait imaginer avoir plusieurs front-end, différents qui consomment qui sont branchés sur la même API core et on va pouvoir faire de la communication temps réel avec Azure Signalaire. Et alors pourquoi on parle de ChatGPT privé? C'est parce qu'évidemment tous les services que vous voyez là tournent dans Microsoft Azure, dans votre tenante, dans votre, souscription. Aucune donnée ne sort de cet environnement-là. C'est-à-dire qu'on n'a vraiment aucune dépendance directe à OpenAI.com. Les LLM qu'on va consommer sont déployés dans le service Azure OpenAI, dans votre tenante et la donnée que vous allez traiter, stocker, indexer va être, stockée uniquement sur votre Cosmos DB, votre storage ou votre Azure AI Search. Voilà, d'où l'aspect privé qui permet, pour tous les collaborateurs d'avoir un environnement, un chatbot, sur lequel avec lequel ils peuvent échanger, travailler et on va rester dans le contexte de l'entreprise. Cette solution, on l'a voulu, vraiment construire comme un starter kit, en tout cas, c'est comme ça qu'on le présente. C'est vraiment l'idée, c'est d'avoir un accélérateur, de projets. Vous avez demain un besoin de ChatGPT privé ou de rajouter des besoins spécifiques. On va faire évoluer la plateforme en fonction de vos contraintes. Vous avez peut-être déjà des landing zones, Azure, prêtes à l'emploi avec des VNet et cetera. On va vraiment s'intégrer dans votre environnement quand on déploie ce type de solution.
Donc là, par exemple, on rajoute toute une couche de sécurité de pare-feu avec un Azure Front Door, par exemple, qui fait office de WAF et de CDN. Je vous parlais du front-end qui était vraiment de la pure IHM. On peut parfaitement déployer un bot dans Microsoft Teams qui sera connecté à la plateforme Core via un microservice dédié basé sur du bot framework. Et à ce moment-là, les utilisateurs, vous pourrez leur fournir une expérience utilisateur différente, voilà, intégrée directement dans Teams. Alors peut-être pas avec toutes les mêmes fonctionnalités que vous auriez dans un autre front-end, parce que vous allez être limité à ce que peut faire Teams. Mais en tout cas, voilà, comme on a pris cette approche d'API, on est vraiment pas dépendant d'un front en particulier et des fonctionnalités d'un front. Toujours dans l'idée d'être capable de faire évoluer la plateforme. Aujourd'hui, tout notre starter kit est basé sur Azure OpenAI, mais on est parfaitement capable de se brancher aussi, par exemple, sur du Mistral, qui a été annoncé il y a quelques temps maintenant en tant que modèle LLM as a service dans Azure. Donc on peut parfaitement déployer la solution avec du Mistral, avec de l'Azure OpenAI, mixer les LLM aussi. On peut adapter la solution en fonction des use cases et des contraintes techniques de vos environnements, mais aussi et surtout, on insistera là-dessus, sur les cas métiers et les besoins de vos utilisateurs. Donc, comme l'a dit Mathieu, on va insister sur les cas métiers. Donc, ce qui est important, c'est que quand on veut intégrer un copilote au sein de son entreprise, il faut pouvoir appréhender l'outil. Donc, il faut que chaque utilisateur puisse utiliser l'outil et qu'il réponde à ses besoins. Et pour ça, on va essayer d'expliquer au métier comment améliorer la pertinence des réponses du copilote. Pour ça, ce qu'on va faire, c'est que dans un premier temps, on va réaliser des ateliers qui vont permettre d'identifier les différents cas d'usage avec les métiers. Donc pour ça, on va essayer de comprendre le processus qui se divise là, par exemple, dans le cas RH, donc des ressources humaines et plus précisément du recrutement. On a divisé le processus en 4 parties. Selon nos échanges avec les métiers, qui va se répartir en recherche de candidats, les entretiens, la sélection des candidats et leur intégration et le suivi au sein de l'entreprise. Nous, on s'est concentré sur les 2 premières étapes du processus, qui sont la recherche de candidats et les entretiens. Donc là, on s'est rendu compte qu'il pouvait y avoir des tâches qui pouvaient être faites par le copilote. Elles viendraient ainsi seconder les recruteurs et leur permettre d'accorder plus de temps aux tâches à valeur ajoutée, que ce soit le contact avec le candidat, par exemple, et le suivi, l'intégration, etc. Donc pour ça, une fois qu'on a identifié les 4 cas d'usage avec les métiers, on va réaliser différents ateliers pour creuser chacune de ces tâches. Donc par exemple, si on part sur la rédaction d'une offre d'emploi, par exemple, on va dans un premier temps lister avec le métier l'ensemble des éléments qu'il cite à chaque fois dans cette offre d'emploi. Donc tous les éléments qu'il faudra que le copilote mentionne, on va devoir les lister. Ensuite, pour chacun de ces éléments, on va donner un exemple pour réaliser avec le métier un cas d'exemple concret qu'on va pouvoir ensuite donner au copilote. Donc, par exemple, je précise quelle est l'entreprise, le poste que je recherche, les compétences qui sont recherchées, les langues maîtrisées, etc., etc., les certifications, par exemple. On va ensuite écrire et expliquer au métier et écrire avec eux un persona. Ce persona va permettre de donner un certain ton au copilote qui correspondra au ton de l'entreprise. On va aussi lui dire que, par exemple, on peut préciser au copilote commence par cette présentation de vidéo et termine l'offre par cette phrase générique, par exemple, et organise de telle façon l'offre d'emploi. Donc ensuite, une fois que le persona est fait, on va les aider à rédiger un prompt, leur expliquer comment il fonctionne, quels sont les éléments à chaque fois qu'il faut préciser au copilote, pourquoi on les précise comme ça aussi. Il faut qu'à chaque fois, il y ait une bonne compréhension pour pouvoir le répéter dans d'autres cas d'usage. Donc on va essayer de rédiger ce prompt avec eux et ensuite le donner au copilote. Et une fois qu'on l'a donné au copilote, le copilote va nous faire un retour. Ce retour peut ou non plaire aux utilisateurs. Et ce qu'on va faire, c'est essayer de leur expliquer pourquoi il a répondu comme ça,
ce qui peut avoir manqué par exemple et comment on peut le modifier. Donc pour le modifier, il suffit pas de enfin il faut pas réitérer la même question, parce que la réponse sera jamais, meilleure, mais ce qu'il faut, c'est comprendre, ben, leur expliquer comment on peut modifier telle ou telle partie, lui demander au copilote, bah, modifie plutôt ça, précise plutôt ça, et cetera, et cetera. Donc là, le but, c'est vraiment d'être le plus, pratique possible pour que ce soit réutilisable, pour les métiers. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va noter à chaque fois, au fur et à mesure des ateliers, les bonnes pratiques. Voilà. D'un point de vue implémentation, et ça va être le cœur en fait de la solution, et quand on travaille avec des LLM, on y arrive assez rapidement. C'est comment on va être capable d'orchestrer justement les réponses du LLM. Comment on peut être capable d'appeler des outils tiers, d'appeler des fonctions, ce qu'on appelle des plugins, pour étendre les capacités du LLM. Donc, en l'occurrence, dans le starter kit qu'on a aujourd'hui, on a fait le choix d'utiliser le semantic kernel. Vous avez des solutions alternatives comme du LangChain par exemple qui s'occupe aussi de faire de l'orchestration. Là, on va utiliser le semantic kernel pour faire cette partie-là, et on va du coup se construire des plugins qui vont permettre d'étendre, comme je disais, les capacités du LLM. Donc l'idée des plugins, c'est quoi? C'est de dire un plugin, ça va être un ensemble de fonctions qu'on va fournir au LLM et qu'on va pouvoir appeler du coup dans le code. Donc par exemple, dans notre starter kit, on a des plugins de base. Donc j'ai un plugin Bing qui me permet de faire des recherches internet. On a un plugin de documents pour faire le RAG qui permet de faire des recherches sémantiques ou de faire des résumés de documents. On a un plugin d'image qui nous permet de faire de la génération via DALL-E 3, de faire de la génération d'images, et le plugin de mail. Donc là, on commence à rentrer sur les plugins plutôt métiers avec une fonction d'envoi. Voilà, un plugin, ça va être un ensemble de fonctions, et on va fournir ces plugins au semantic kernel pour lui permettre de gérer l'orchestration. C'est-à-dire que si je reprends le premier exemple de question sur le Take Hour. Voilà, en tant qu'utilisateur, je lui ai posé la question, peux-tu me dire quels sont les concepts des Take produits par Viséo? Et vous voyez dans la réponse, ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est que le LLM, lui, c'est une IA générative, donc il va me générer du contenu, il me fait une réponse. Et en l'occurrence, c'est pas un moteur de recherche, donc il me dit bien que lui, il a pas l'information, mais que par exemple, il peut faire une recherche sur le web pour obtenir les informations à jour. Et il me propose de le faire. Ça, c'est justement parce qu'on a le plugin Bing qui a été enregistré au sein du semantic kernel, donc c'est un skills, c'est une capacité qu'on rajoute au LLM. Et à ce moment-là, quand on lui dit oui, s'il te plaît, j'ai été gentil, je lui ai dit s'il te plaît, oui, fais-le. Qu'est-ce qu'il va faire? Le LLM, du coup, va me renvoyer en fait, une liste de plugins, donc de fonctions que je vais avoir besoin d'exécuter pour rajouter du contexte à la discussion. Et en l'occurrence, le LLM m'a répondu, pour pouvoir répondre, j'ai besoin d'appeler la fonction Bing Search avec comme terme Take Hour Viséo. Et c'est là où toute l'orchestration, du coup, va se déclencher. J'appelle le LLM qui me répond avec une liste de fonctions à appeler, et c'est le LLM qui va me fournir les paramètres de la fonction. Le semantic kernel va du coup automatiquement appeler les fonctions, donc faire l'appel à Bing, récupérer le résultat, mettre le résultat de la recherche dans le contexte de la discussion et rappeler le LLM en lui indiquant, voilà le contexte à jour sur la discussion. J'ai répondu en gros à ta demande d'appel de fonction. Maintenant, fais la réponse à l'utilisateur. Et sur la base de ce contexte, on a un LLM qui va être capable de nous faire une réponse contextualisée et basée sur des données réelles. C'est ça qui est important, c'est que là, on va limiter du coup la part d'hallucination du LLM en le contraignant avec des données qu'on aura fournies via ces plugins et ces fonctions. Donc de base, on a de l'orchestration, on va lui fournir un ensemble de plugins, de fonctions, et c'est le LLM qui, de façon assez intelligente, il y a un côté un peu magique, va être capable d'exploiter ces fonctions pour pouvoir répondre à la demande de l'utilisateur. Maintenant, il y a un côté un peu magique et un côté un peu aléatoire, c'est-à-dire qu'on ne maîtrise pas forcément par défaut l'orchestration, c'est-à-dire le choix des fonctions qui vont être appelées par le LLM et quand et comment. Et c'est là où le travail sur les use cases métiers va être important, puisqu'il va nous permettre de construire ce qu'on va appeler des agents, des copilotes, qui vont se baser sur un ensemble de plugins, des planeurs,
et des personas. C'est-à-dire que pour répondre à certains use cases, on va filtrer par exemple les plugins, filtrer les fonctions, définir un persona particulier, dire bah voilà, là tu es dans un contexte où tu dois écrire une poésie pour un enfant de 3 ans et voilà, ça va être le persona qui va permettre de définir un peu le ton et la manière dont le LLM va répondre. Et en termes de plugin, on va peut-être pas fournir par exemple le plugin de document dans ce contexte-là. Voilà. Donc du coup, les agents vont, ça va être du coup un espèce de sous-ensemble de fonctions, de plugins qu'on va fournir au LLM, histoire d'augmenter les performances, puisque moins on va avoir de fonctions, de plugins, plus ce sera simple pour le LLM de répondre, parce qu'il n'aura pas à faire, on va limiter le travail d'orchestration. On va travailler aussi le FinOps, puisque moins on va avoir de plugins et de fonctions, moins ça nous coûtera cher en token. Et via le planeur, on va être capable de prédéfinir des tâches en fait de l'orchestration. Par exemple, si je veux écrire un email pour mon responsable parce que je veux demander des congés, je sais que la première étape, ça va être de demander au LLM de me préparer un modèle d'email. Deuxième étape, ça va être de définir à qui je vais envoyer l'email. Et la troisième étape, ça va être l'envoi de mail. Ça, je vais pouvoir le définir dans le planeur, ce qui fait que je vais maîtriser cette partie orchestration. Sur une demande de l'utilisateur, aide-moi à rédiger un email, à ce moment-là, on sait qu'on va passer par telle ou telle étape. Voilà, et c'est là où tout l'aspect, tout le travail autour du métier va permettre d'adapter les agents, les copilotes, aux besoins des utilisateurs. Donc si on prend le cas d'usage de la rédaction d'offres d'emploi. Dans un premier cas, on va préciser au copilote « Aide-moi à rédiger une offre d'emploi », qui est la demande de l'utilisateur. Et en entrée, on va lui donner un nombre varié d'éléments, donc par exemple le type de profil, son ancienneté, les compétences et les certifications qu'il a et les formations qu'il a pu faire, la plateforme sur laquelle on souhaite diffuser l'offre d'emploi. Le format va différer selon si c'est pour LinkedIn ou pour Indeed par exemple, ou d'autres outils. Et on va aussi préciser la source d'information, qui sera par exemple les chargés de recrutement. On va dire, le planeur, le copilote, oui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller lire un CV, sortir un profil et récupérer le template vidéo. Pour le persona, on va lui dire, par exemple, dans un premier temps, occupe-toi de la description de la mission. Ensuite, présente l'entreprise, ses avantages, etc. On va lui préciser le ton qu'il doit employer, s'il doit être plutôt formel, s'il y a des expressions qu'il doit utiliser, les règles de politesse aussi. On va essayer de lui préciser les phrases ou les éléments qu'on va devoir mettre obligatoirement par défaut. Par exemple, en pied de page, où la première phrase d'accroche sera par exemple toujours la même, on peut la mettre dans le persona. On peut aussi lui dire, voilà, tu fais un plan en 3 parties. En première partie, tu décris la mission. En deuxième partie, tu décris Viséo, par exemple, et il va suivre cette forme. Et en sortie, on aura donc l'offre d'emploi qui sera mise au format et au contenu qui auront été demandés. Pour construire du coup un copilote et pour répondre à aux différents cas métiers auxquels on a pu être confronté, on a vraiment construit ce starter kit dans l'idée d'être capable de gérer de base, voilà, sur la solution qu'on déploie, les deux grands aspects, les deux grandes problématiques qu'on peut rencontrer, les problématiques autour de l'architecture. Quel niveau de service je mets sur mon AI Search, par exemple, sur la partie indexation, la partie réseau. Si j'ai besoin de m'intégrer à des outils tiers, des bases SQL, par exemple, pour aller faire des recherches sur des bases documentaires ou d'interagir avec le SI, un SI tiers, il faut qu'on ait toute la partie réseau qui soit gérée, sécurisée. D'un point de vue monitoring, comment je m'assure que la plateforme fonctionne comme elle est censée fonctionner. Notamment, alors sur du synchrone, c'est assez simple de détecter des erreurs, mais quand on arrive sur l'agent autonome avec de l'asynchrone qui génère des traitements de façon automatisée, il faut qu'on ait les outils de monitoring de suivi qui vont bien. La synchrone, j'en parlais. L'aspect sécurité aussi. Alors sur l'aspect sécurité applicative,
infrastructure applicative, mais aussi sur l'aspect sécurité autour des LLM. Vous connaissez sûrement le OWASP Top 10 qui définit la liste des top 10 des failles de sécurité qu'on peut retrouver dans les applications avec de l'injection SQL, du cross-scripting et j'en passe. Avec les LLM, il y a un top 10 for LLM qui est sorti, qui a été sorti par le OWASP et qui décrit la liste des failles de sécurité qu'on peut rencontrer avec les LLM, prompt injection, problématiques de données et de données qui seraient corrompues. Quand on commence à faire de l'orchestration notamment et qu'on arrive à automatiser certaines tâches, comment on s'assure que le fait d'appeler des outils tiers, des plugins, ça va pas inclure des failles de sécurité dans le traitement de l'information. Et puis le scaling de la plateforme, ça va être très, très important pour assurer le FinOps notamment de la solution en fonction de la charge d'utilisateurs, du nombre de fichiers que je vais avoir à traiter, de la volumétrie, du nombre de tokens que je vais avoir à consommer sur la plateforme. Comment je peux adapter, faire du load balancing sur les différentes au niveau de ma plateforme. Si je reviens rapidement sur l'architecture, pardon. Si je reviens sur l'architecture, par exemple, le service Azure OpenAI a des rate limits par défaut sur le nombre de tokens que vous allez pouvoir consommer par minute, ce qui fait qu'on va déployer la solution, par exemple, dans plusieurs régions. On va déployer le service et le LLM, par exemple, GPT-4 en France, en UK, en Suède, et on va faire du load balancing sur les différentes régions pour répartir la charge. Donc, ce sont des choses qu'il va falloir qu'on gère nativement dans la plateforme et le fait d'avoir une architecture microservice et de se baser sur un environnement Kubernetes en l'occurrence nous permet de faire du scaling de chaque microservice en fonction de la demande, voire même de faire du scale to zero, donc vraiment d'optimiser la charge et de limiter les coûts en fonction de la demande. Donc l'architecture, tous ces points-là, on les traite nativement avec le starter kit, avec notre starter kit. Et autour de l'orchestration et du semantic kernel, l'optimisation sur les plugins, comment on construit les copilotes, comment on gère les plugins, les fonctions en fonction des droits de l'utilisateur, par exemple, ou des demandes des agents. Le token management, ça c'est un point qui revient assez régulièrement. Comment je peux m'assurer que mes utilisateurs vont pas faire exploser ma consommation de tokens, puisque l'aspect coût est globalement lié au nombre de tokens que vous allez consommer. Comment je peux configurer mes LLM? On vous a parlé j'ai parlé de GPT-4 et de 3.5, mais on peut des LLM, il y en a d'autres, il y a Mistral, on en parlait. Comment je peux, suivant les cas d'usage, suivant les agents, suivant les copilotes, quel LLM je vais choisir, voire potentiellement les mixer dans le même flux d'orchestration, être capable de mixer des LLM. Toujours l'aspect monitoring, s'assurer que dans le traitement et dans les échanges avec le LLM, comment je monitore la solution. Et la partie RAG avec la base vecteur, comment je gère mon découpage de fichiers, ma partie indexation pour être capable d'avoir une recherche sémantique qui soit pertinente. Donc ça, ce sont des points, des choses qu'on gère nativement dans le starter kit. Et après, on viendra rajouter encore une fois la couche métier pour construire les agents qui vont bien pour répondre aux demandes. On vous a listé trois agents qu'on voulait mettre en avant. Mélanie, je te laisse présenter le. Donc là, il y a le copilote RH qu'on vous a présenté, donc qui permet de vraiment remettre au centre de l'activité des recruteurs les tâches à valeur ajoutée et à donner les tâches un peu plus répétitives au copilote. Un autre copilote qu'on a pu développer concernant un client dans le luxe, en l'occurrence, l'objectif c'était être capable de générer des fiches de description produit pour le site internet. Donc là, sur la base de caractéristiques produits qu'on envoyait à l'outil, le LLM doit générer et génère les descriptions des fiches produits pour le site internet, donc sur la base de guidelines marketing qu'on lui envoie. Donc là, on construit le persona et le prompt pour ce besoin-là, où on lui dit, voilà, dans tel pays, il faut expliquer, il faut plutôt avoir ce ton-là, parler de tel mot et pas tel mot, etc. Et donc, sur la base de ces prompts-là, on va utiliser l'IA générative pour générer du contenu, les titres, les descriptions des fiches produits.
On a eu l'occasion d'ailleurs dans ce projet-là de comparer différents LLM, donc Azure OpenAI, Claude 2, Palm 2, et de les benchmarker afin de valider. Alors les temps de réponse, mais à la limite là on est sur de l'asynchrone, donc c'était pas tant le point clé sur la solution, mais vraiment la qualité d'analyse du LLM par rapport à l'orchestration, être capable de savoir de voir quel LLM était le plus pertinent pour faire de l'appel de fonction, extraire les bons paramètres et générer le contenu. Et puis aussi valider la qualité de la sortie, c'est-à-dire être capable de comprendre les guidelines du marketing pour sortir une description de fiche produit qui était la plus pertinente possible et qui répondait aux contraintes, aux contraintes marketing. Un autre copilote qu'on a pu développer et qu'on utilise beaucoup en interne, en tout cas chez Visio, puisque c'est notre métier, c'est notre backlog copilote. Donc là, branché sur Azure DevOps, on a un copilote qui va aider les équipes de développement pour répondre à différents cas d'usage, par exemple du onboarding. J'ai un nouveau collaborateur qui arrive sur un projet. Comment je peux, via le copilote, comment je peux l'aider à monter en compétence sur le fonctionnel de l'application, pas forcément la technique, mais vraiment sur le fonctionnel, exploiter le backlog, exploiter le wiki pour fournir du contenu, faire de la génération de documentation par exemple, partir d'une story et lui demander de me générer une FAQ pour les utilisateurs. Donc là, en fonction des personas, des cibles d'utilisateurs, on va avoir des personas différents. Donc on a vraiment un copilote qui va nous permettre d'interagir avec le backlog, pas juste rechercher, mais vraiment créer aussi du contenu. On a aussi d'autres copilotes qu'on a pu développer. Globalement et on terminera là-dessus, ça fait 10 mois maintenant qu'on travaille sur ce ChatGPT privé. On a démarré l'année dernière, globalement vers juin, on avait une première version de notre ChatGPT privé avec uniquement la partie chat, et un début de RAG avec Bing. On a étendu ensuite la solution avec le projet de génération de fiches produits pour le site e-commerce où je vous le disais, on a comparé les différents LLM. Donc ça, c'est notre première version. On a eu une première V1 du projet où on avait le RAG et où on a développé avec les équipes recrutement un copilote ce copilote RH qui permet de faire de l'analyse de CV, rédaction d'offres d'emploi. Donc on a démarré ça l'année dernière. On a développé notre backlog copilote dans la foulée. Et après, c'est allé assez vite. On s'est structuré. Manick est arrivé effectivement sur le projet en tant que PO. On a pu commencer à réarchitecturer l'application et commencer à intégrer le sémantique kernel qu'on n'avait pas intégré dès le départ. Parce que pour ceux qui ont déjà travaillé un peu autour des IA génératives, depuis un an, c'est un peu le Far West. Il y a énormément de solutions qui sortent, de projets, de frameworks. Donc on a dû faire des choix, prioriser et choisir là où on voulait mettre les efforts. Donc on a intégré finalement le sémantique kernel que vers la fin d'année. Une fois qu'on avait une version qui était plutôt stable du sémantique kernel. Donc là, on arrivait à une V2 avec, on commençait à avoir d'autres plugins, le plugin de mailing, et on utilisait pleinement le sémantique kernel pour la partie orchestration. Et depuis le début d'année, on a un déploiement, je dirais massif, c'est-à-dire qu'on on a déployé chez un certain nombre de clients, et où on a vraiment intégré la notion de copilote. Je pourrais peut-être revenir dessus dans la phase des questions, où on va vraiment être capable, via l'interface web qu'on vous a montré, de construire des copilotes qu'on va associer aux utilisateurs et où on va définir pour chaque copilote l'ensemble des plugins, des fonctions qu'on va lui associer, ce qui fait que je vais être capable, avec la même architecture, la même solution, de fournir des copilotes aux équipes IT, des copilotes aux équipes RH, et avec la même plateforme, de filtrer justement d'associer les agents à des populations d'utilisateurs. En février, on a intégré Teams et l'indexation continue de contenu. Donc, c'est-à-dire que je peux, par exemple, me brancher la solution sur un SharePoint, être capable de faire de l'extraction du SharePoint vers la plateforme et d'indexer automatiquement ces documents-là. Ce qui fait qu'on peut fournir un copilote de support IT à mes collaborateurs, où on va ne garder que la partie chatbot,
Donc l'utilisateur peut poser des questions et avoir des réponses. Et la partie documentaire est déjà indexée. L'utilisateur ne va pas rajouter du contenu. On a déjà indexé tout un SharePoint, par exemple, et qu'on a associé à ce copilote. En mars, on a eu voilà, une grosse actualité. On était au Build AI Tour avec Manic pour l'événement Microsoft au Louvre, où on a pu présenter notre solution. On a développé, étendu la partie génération de fiches de produits e-commerce pour aller vraiment vers l'agent autonome. Donc là, autant sur la première version de l'année dernière, on avait une partie validation du contenu. Là, on est vraiment sur l'agent autonome qui est capable de générer automatiquement les fiches produits et d'interagir avec l'outil de PIM du client. Et pour vous donner 2 chiffres, globalement, on est aujourd'hui à 8 déploiements chez des grands comptes. Donc du chat, soit du chat GPT privé ou de versions étendues avec des copilotes plutôt métiers. Ce qui représente à peu près 5000 utilisateurs quotidiens sur les plateformes, puisque on est vraiment sur un starter kit qu'on va venir déployer dans votre environnement, dans votre souscription Azure. C'est pas une solution SaaS, on n'est pas éditeur de la solution. C'est vraiment c'est un accélérateur à projet, et donc ça vous permet, quand vous avez besoin de démarrer autour des IA génératives, voilà, d'avoir une stack qu'on vient déployer chez vous et qui va venir s'intégrer dans votre environnement. Donc au final, au total, on est à peu près là aujourd'hui sur 5000 utilisateurs à travers nos différents clients. Voilà pour notre partie. Et je vais peut-être redonner la main à Jade, du coup. Merci beaucoup, Manick. Merci Mathieu pour ce Tech and Hour. Je tiens aussi à remercier Marion et Sylviane qui sont en régie, voilà. Je tenais à ajouter en conclusion que j'utilise l'outil depuis plusieurs mois en tant que recruteuse et ça me fait gagner beaucoup de temps sur toutes les tâches chronophages, comme le retour d'entretien, parce que quand on fait 5-6 entretiens par semaine, retaper ce qu'on a déjà noté en entretien pour que ce soit lisible pour les managers, ça fait perdre un peu de temps. Là, j'ai juste à passer ma note, ça rédige tout seul, je relis quand même pour être sûre que voilà, il n'y a pas eu de soucis. Il y en a quasiment pas, jamais maintenant. Et puis comme ça, je peux juste envoyer. Et puis pour faire tout ce que disait Manick, rédiger les offres d'emploi quand j'ouvre un nouveau poste, ça se fait super rapidement, ça respecte les templates Viséo, donc franchement, c'est top. Et ça me permet d'avoir plus de temps pour sourcer et pour faire des choses où j'ai une vraie valeur ajoutée. Donc merci pour l'outil. Et puis pour conclure niveau Tech and Hour, on n'a pas de tech prévu en mai à cause des ponts, mais le 6 juin, Victor Malo et Alexis Martinier seront au rendez-vous pour nous parler de Bentos. Du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Il y a une première question sur pourquoi ne pas utiliser AI Document Intelligent. Alors, ça fait partie des choses qu'on travaille. Si je vais revenir sur l'architecture. Dans le starter kit, on n'intègre pas pour plusieurs raisons. Premièrement, le service est toujours en preview. On a déjà énormément de services qui sont en preview puisqu'on est sur quelque chose quand même d'assez récent. Donc, on essaie quand même de limiter au maximum les risques techniques. L'objectif, c'est vraiment d'avoir une solution. On n'est pas sur un POC qu'on vient de déployer chez vous. L'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose d'industrialisé qu'on peut scaler et envoyer sur de la production. Donc, pour l'instant, les services preview, on essaie d'y aller avec parcimonie. Ça fait partie des choses qu'on travaille. Il y a des questions aussi de coûts qui se posent. Aujourd'hui, l'Azure AI Document a un certain nombre de coûts en fonction du nombre de pages, etc. Pour l'instant, l'indexation qu'on fait au niveau de la partie documentaire, c'est de l'indexation, c'est du parsing de documents PDF, Word, Excel qu'on traite directement d'un point de vue software au sein de l'outil. Donc le coût, il est juste en CPU pour faire tourner derrière l'API, ce qui fait qu'on a un coût de 0. Voilà. Donc ça permet aussi, dans certains cas d'usage, ou en tout cas pour des cas d'usage très simples, finalement d'avoir une solution qui marche très bien et qui répond aux besoins. Le document search, il est intéressant et effectivement, on est en train de voir pour l'intégrer, notamment
pour sa capacité à fournir du Markdown. C'est-à-dire être capable de pas juste sortir une version texte du document, mais d'avoir quelque chose d'un peu des données un peu travaillées avec des notions de titre, de tableau. Ce qu'on perd aujourd'hui, enfin en tout cas ce qu'on n'a pas dans les parseurs standards. En général, quand on extrait un tableau, on va avoir toutes les lignes et tout le texte collé et on perd la notion de colonne. Donc pouvoir sortir du Markdown, ça c'est intéressant, et l'Azure AI Document Search, Document Intelligence, pardon, et fait partie des choses qu'on regarde notamment pour ça. Est-ce que vous avez la main sur les temps de réponse du chatbot? De ce que j'ai pu tester, c'est assez lent aujourd'hui. Effectivement, alors on n'a pas la main sur les temps de réponse, dans le sens où on va être dépendant du LLM. Là, si je vais prendre effectivement du GPT-4, on va avoir des temps de réponse qui vont être assez lents. Donc, par exemple, si je lui demande connais-tu Viséo? Là, je suis en GPT-4, donc on a mis en place le streaming, donc on va avoir la réponse qui va s'afficher au fur et à mesure que le LLM va générer le contenu. Mais effectivement, avec du GPT-4, on va avoir des temps de réponse un peu plus, enfin, ouais, presque trop longs. Sur du GPT 3.5, par contre, là, on va avoir des temps de réponse beaucoup plus courts. Si je lui demande connais-tu Viséo? Là, en GPT 3.5, normalement, voilà, on a la réponse pratiquement instantanément, alors que là, le GPT-4 doit probablement encore tourner. Non, ça y est, j'ai eu la réponse. Donc en fait, ça dépend les temps de réponse, ils sont liés. Il y a deux choses. Il y a le choix du LLM, la version du LLM qui va influencer sur le temps de réponse, potentiellement sur l'orchestration qui peut se déclencher. Connais-tu Viséo? Voilà, là ici, je lui ai posé la question et ce qu'on voit, c'est que j'ai pas appelé de fonction. Donc là, j'ai eu une réponse directement du LLM, donc il n'y a pas eu d'orchestration qui s'est déclenchée avec l'appel de la fonction Bing, par exemple, pour faire une recherche internet. Donc là, ça va forcément plus vite. Quand on déclenche de l'orchestration, on va avoir des temps de réponse plus longs, puisque avant d'avoir la réponse finale du LLM, on va avoir l'exécution des fonctions qui vont s'appeler, avec potentiellement des boucles vers le LLM. Donc voilà, suivant les cas d'usage, en fait, on va définir justement le choix du LLM. Est-ce qu'on veut du GPT 3.5? Est-ce qu'on veut du GPT 4? Après, il y a aussi des questions de charge, en tout cas côté Azure OpenAI. Par défaut, on n'est pas prioritaire sur les data centers. On n'est pas prioritaire, ça veut dire que quand on fait une demande de complétion, on va être dépendant de la charge du data center et de la priorisation. Donc, effectivement, on peut avoir des temps de réponse qui sont liés au réseau et à la latence avant d'avoir la réponse par le LLM. Vous avez des solutions de financement, des solutions type PTU chez Microsoft qui permettent justement de garantir les temps de réponse et d'être prioritaire quelque part sur les data centers. Et à ce moment-là, on va pouvoir réduire les temps de réponse et les temps de complétion. Il y a plein de questions. À quoi correspond l'information current quota dans le header? Est-ce qu'il y a une limite? Effectivement, dans notre starter kit, ça a été une demande qu'on a retrouvée de façon systématique chez nos clients, de dire un utilisateur, je ne veux pas qu'il puisse utiliser l'outil pour rédiger ses mails perso ou importer des documents, ses factures personnelles, etc. Donc on a un besoin de maîtriser la charge et notamment les coûts liés au token. Donc on a introduit cette notion de quota. Donc là aujourd'hui, chaque utilisateur a je vais dire une bêtise, 40 000, 50 000 tokens par jour consommables. Et chaque fois qu'on va venir poser une question, répondre, ça va venir modifier le quota jusqu'à arriver à un blocage où l'utilisateur, à la fin de sa journée, il va être bloqué et devra attendre le lendemain pour y répondre. Ça, c'est des choses qui sont paramétrables au sein de l'outil et qu'on peut même surcharger pour chaque en fonction des cas d'usage. Il y a des cas d'usage où quand on fait de l'analyse de gros documents, on consomme forcément plus de tokens que quand on veut générer des fiches de description produit, par exemple. Donc, suivant les cas d'usage, on va adapter ça. Est-ce que l'on sait où partent les données, notamment les données perso, exemple les CV? Oui, oui, on le sait, et en fait les données, elles partent pas très loin puisqu'elles restent dans votre environnement Azure.
Pardon, c'est ce que je montrais là. Vous avez toutes les ressources sont déployées dans votre tenante, dans votre environnement Microsoft Azure, dans votre souscription. Ça veut dire que quand l'utilisateur fait un import de document, pour importer un CV, pour faire une analyse, le document va être stocké en partie dans la Cosmos DB et la partie indexation sémantique dans l'Azure Search. Donc tout reste dans votre environnement et vous faites le choix des régions. Vous allez déployer les services en France centrale, en Europe, etc. La donnée ne sort pas de ces services-là. C'est tout l'intérêt du chat GPT privé. Bon, ben, il n'y a plus l'air d'avoir de questions. Donc, pour rappel, il n'y aura pas de tech en mai, mais il y en aura un sur Bentos en juin, le 6 juin, présenté par Victor et Alexis. Voilà, s'il n'y a plus d'autres questions, je remercie tout le monde et puis bonne journée.